Merci de nous rejoindre pour cette session de mi-journée sur la télévision interactive du Burkina. Dans ce journal, il sera question de la célébration aujourd'hui même de la 23e journée de la liberté de la presse au Burkina Faso. Au centre Norbert Zongo, les acteurs du monde de l'information se sont retrouvés. Autre grande ligne de cette édition, conférence de presse hier du comité d'organisation du 33e Tour du Faso qui débutera le 29 octobre prochain. Un défi majeur reste à relever en ce qui concerne la couverture totale du budget. L'appel a été lancé, les détails avant la fin de cette édition. Nous sommes en direct de Dagnoé, il est 13h à Ouagadougou. Bienvenue à ce journal. Commémoration aujourd'hui 20 octobre des 24e journées nationales de la liberté de presse au Burkina. Notons que cette célébration est un cadre de réflexion sur la promotion de la liberté de la presse au Burkina Faso. Par ailleurs, commémoré en parallèle avec la tenue du festival du cinéma actuellement à Ouagadougou, les hommes de médias ont décidé d'apporter leur contribution au secteur du 7e art à travers le thème « Ma contribution des médias dans le rayonnement du cinéma ». Pour le président du comité de pilotage du Centre national de presse, d'importants défis restent à relever en matière de liberté d'expression. Écoutons Siriki Dramé au micro d'Abdoulaye Migné. Dans le contexte d'insécurité et de terreur généralisée que notre pays connaît depuis plusieurs années, l'exercice même du métier de journaliste se trouve naturellement mis à rude épreuve. Mais en dépit du terrorisme doublé de la maladie à coronavirus, avec ses conséquences économiques désastreuses sur les entreprises de presse, force est de reconnaître que les acteurs des médias n'ont nullement courbé l'échine, encore moins renoncé à leur devoir d'informer les populations. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, selon le classement mondial 2021 de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, le Burkina Faso occupe la 37e position sur 180 pays. En Afrique, notre pays occupe la 5e place après l'Afrique du Sud, le Ghana, le Cap-Vert et la Namibie, faisant du Burkina Faso le premier pays en Afrique francophone en matière de liberté de presse. Si ce classement peut nous réjouir et nous permettre d'en tirer une légitime satisfaction, il n'en demeure pas moins que plusieurs difficultés continuent de tirer nos médias vers le bas. C'est donc dire qu'au-delà du rang occupé par le Burkina Faso dans le classement mondial et en Afrique, nous ne devons pas perdre de vue que les défis restent immenses pour construire des médias économiquement viables, professionnellement irréprochables, libres et indépendants de toutes les chapelles politiques et des pouvoirs économiques, participant au renforcement de l'état de droit et à l'élargissement des espaces de liberté. La célébration du 20 octobre 2021 est aussi une occasion pour le Centre national de presse Norbert Zongo d'interpeller les professionnels des médias, les organisations de la société civile, les acteurs politiques ainsi que les institutions nationales sur l'impératif de renforcer la liberté de la presse et d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Il s'est tenu hier à Ouagadougou un colloque sur le thème principal du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, à savoir Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Il est ressorti des échanges qu'il faudra davantage de formation au profit des acteurs du domaine et réadapter le cinéma à une réalité africaine afin de mieux véhiculer la culture africaine. Abdoulaye Migné. Au cours de cette journée d'échange autour du thème principal de la 27e édition du FESPACO, les conférenciers ont souligné que le cinéma africain est en pleine mutation. Débuté par des distributions en salle par le circuit festivalier, le cinéma africain est aujourd'hui consommé à travers le monde grâce à l'évolution de la technologie. Dans ce contexte, le défi à relever, c'est de propager la culture africaine. Déjà au niveau international, oui, des films africains sont sélectionnés, mais souvent, il faut être réaliste aussi, il y a des éditions, je vais prendre l'exemple du Festival de Cannes, là où souvent il n'y a pas de films africains qui sont sélectionnés. Donc je pense qu'il faut, à un certain moment, repenser le cinéma, pour moi, ajouter cette dimension commerciale business. Parce que ça a été toujours la partie qui bat de l'aile. Voilà. Le cinéma c'est de l'art, mais le cinéma c'est du business. De telle sorte qu'on puisse créer une industrie cinématographique locale à même de financer le cinéma, à même de rendre les gens fiers de se voir à l'écran et à même d'exporter notre culture qui nous sommes à l'étranger. Nous, on a une richesse culturelle inépuisable qui demande seulement à être exploitée. L'autre volet jugé indispensable pour le rayonnement du cinéma africain est la formation.
Pour les panélistes, le cinéaste doit être perpétuellement en formation. À cet effet, la formation doit être tropicalisée et adaptée aux réalités africaines. La transmission du savoir, si on est en Afrique, on est chez nous, et on parle de cinéma africain, on veut des cinémas africains, et nous, on n'enseigne même pas ces cinémas. On prend des films étrangers pour illustrer les techniques filmiques. Je prends le cadrage, ou bien encore jeu d'acteur. On prend peut-être un exemple, j'ai Chaplin pour expliquer ça. Mais on peut prendre Babonga et puis on l'explique jeu d'acteur. Je prends tellement d'exemples. Et ça, il faut que dans les écoles de formation, déjà qu'on commence à enseigner notre cinéma. La question, il y a combien de modules sur le cinéma africain dans les écoles de cinéma, dans les programmes? Ça en dit long. Donc c'est là qu'il faut commencer. Les panélistes ont invité les États africains à injecter les ressources nécessaires dans le secteur du 7e art pour relever les défis d'un secteur de cinéma dynamique et porteur. Ils se réjouissent déjà du fait que le cinéma africain soit apprécié à travers le monde et fondent l'espoir d'un cinéma africain consommé à travers le monde entier. Le ministère burkinabé en charge de l'action humanitaire a célébré en différé ce lundi 18 octobre la Journée internationale des personnes âgées, une occasion pour le ministère en question de mener des actions de solidarité à l'endroit des personnes du troisième âge. Des vivres ont été offerts à ces derniers dans 4 centres d'accueil. Pour la ministre Marie-Laurence Ilboudou, cette journée est un appel à la réflexion afin de renforcer les mesures de protection et de promotion des seniors au Burkina. Mamitriana Kamabou. Pour marquer la Journée internationale des personnes âgées, le ministère en charge de l'action humanitaire a opté de mener un certain nombre d'activités de prise en charge psychosociale, à savoir des dons de vivres. Plus de 28 000 personnes âgées vulnérables à Ouagadougou et dans les chefs-lieux de 5 régions à fort défi sécuritaire bénéficient de ces dons. Pour cette journée du 18 octobre 2021, 4 centres d'accueil des personnes âgées ont reçu la visite de la ministre en charge de l'action humanitaire. Ici, nous avons décidé de distribuer des vivres et en tout, nous avons plus de 28 000 personnes âgées qui vont bénéficier de cet appui. Il faut bien dire que c'est des personnes vulnérables. Ce n'est pas seulement les vieilles personnes, c'est des personnes vulnérables. Notre département a en charge les personnes vulnérables. Et c'est dans ce sens que les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées sont en charge de notre département. Et la vulnérabilité se sent aussi sur cette cible. C'est pour ça que nous avons voulu partager. Et il y a eu un recensement préalable. Il faut bien dire qu'il y a un recensement préalable sur les personnes bénéficiaires de ces dons. Et au-delà de dons de vivres, des visites médicales gratuites au profit de ces personnes ont été organisées. Des repas communautaires en faveur des pensionnaires de cours de solidarité de Paspanga et de Sakula ont été offerts par la même occasion. Centres spécialisés pour les personnes âgées, ce sera Sakula et Paspanga, où c'est des centres qui accueillent des femmes exclues ou accusés à tort de sorcellerie. Donc c'est dans ce sens que nous sommes venus aujourd'hui, comme il y a une visite médicale qu'on a donnée à ces 2 centres, Paspanga et Sakula, parce que vous savez que le budget du ministère étant réduit, nous ne pouvons pas étendre cette précaution sanitaire avec toutes les autres personnes des régions. Mais la prochaine fois, nous allons travailler avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure nous pourrons être appuyés dans ce sens. Selon la ministre en charge de l'action humanitaire, le coût global de ces vivres s'élève à plus de 252 millions de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Notons que la commémoration de la Journée internationale des personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque année. Sur le plan international, elle a été célébrée sous le thème « L'égalité numérique pour tous les âges ». Crise au sein du parti CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Une partie du secrétariat chargé de la mobilisation des jeunes est opposée à la direction du parti. Il est reproché au président du CDP, Edi Kombo-Ego, une mauvaise gestion du parti. Rappelons que le mois dernier, lors d'une de leurs conférences de presse, le contenu d'une déclaration avait semé la confusion entre les jeunes du parti et cela avait entraîné des altercations. Pour comprendre la situation, nous avons rencontré Adama Tientrebeogo, secrétaire national chargé à la mobilisation des jeunes du CDP. Il est au micro de Michael Toukri.
Une fois de plus, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est plongé dans une crise qui oppose des membres du secrétariat de la jeunesse au président du parti Edi Kombouego. Il est reproché à Edi Kombouego de vouloir faire sanctionner des militants du parti après l'altercation du 23 septembre dernier, malgré les recommandations de la commission de vérification, déplore Adama Tendribego. Quand ils ont déposé le rapport, j'ai senti dans les propos de gauche à droite que le président même n'est pas satisfait. Parce que pour lui, on doit nous sanctionner. L'information est courue partout qu'il y a un BN et ce BN-là, le président veut nous sanctionner. Les militants sont venus et encore il a fait venir la police, la CRS qui a gazé les gens. Plusieurs dizaines de milliers de militants ont quitté le navire CDP, déplore Adama Tendribego, qui ajoute que le parti a perdu plusieurs de ses bastions politiques. Selon le secrétaire national chargé de la mobilisation des jeunes, la gestion du parti par Edi Kombouego est de plus en plus mal perçue par les militants. Moi, ce qui se passe au CDP, c'est ce que j'ai dit. Le premier responsable, c'est Edi Kombouego. Sa façon de gérer. En 2018, le BN était au nombre de combien? 130. Aujourd'hui, il y a une trentaine qui est démissionné du CDP, formellement. Ceux qui sont actifs actuellement au niveau du bureau exécutif, on ne dépasse pas une trentaine de personnes. En 2015, nous, on avait un député à Wayougia, on avait un député à Kongouchi, on avait un député à Kaya, on avait un député à Boulsa. Mais à cause de Edi, parce qu'il voulait positionner ses amis, on a tout perdu. Pour Adama Tendribego, la solution pour le CDP réconcilié, c'est le départ du président Edi Kombouego. Et les trois mises en cause demandent donc au président du CDP Edi Kombouego de tirer toutes les conséquences de son échec dans la conduite des affaires du CDP. Le président actuel, il a fait 2 mandats. Bon, on a l'impression qu'il veut un 3e mandat, or que nous ne sommes pas pour ça. Nous avons vu ce qu'il a pu faire durant les 6 ans à la tête du CDP. Il a mouillé le maillot, on lui dit merci. Elle a dit que ce n'est pas un truc personnel ou familial, c'est un parti politique. Voilà. Peut-être nous aussi, on pense qu'on peut gérer le parti. Réélu à la tête du CDP en 2018, Edi Kombouego va remettre son mandat en jeu pour la présidence du parti au prochain congrès qui doit se tenir avant le 31 décembre 2021. Dans la même actualité, Adama Tendribego, secrétaire national chargé à la mobilisation des jeunes du CDP, a également réagi sur la présence le 15 octobre dernier de leur président du parti, par ailleurs chef de file de l'opposition politique burkinabé, au mémorial Thomas Sankara pour la commémoration des 34 ans de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Une présence sur ces lieux mal perçue par certains militants du parti. Écoutons Adama Tendribego, toujours au micro de Michael Toukré. Aucune instance du CDP n'a envoyé Edi là-bas. Voilà. Je ne sais pas qui l'a invité. Ce que je sais, le CDP, à ma connaissance, n'a pas reçu une invitation. Voilà. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est Edi qui peut vous dire exactement qui l'a invité là-bas. Mais je sais qu'il n'a pas été envoyé là-bas par le CDP. Voilà. C'est ça qui est regrettable. Voilà, c'est des actions, des actes hautement politiques qui, s'il fallait poser ces actes, il fallait référer aux instances du parti pour avoir leur avis. Je pense que souvent, quand en ce qui concerne le dialogue politique, chaque fois il convoque un SP et les instances on discute, voilà la position du parti. Voilà. Mais cette fois-ci, bon, je ne sais pas. Peut-être il est devenu sankariste. Bon, il est libre, nous sommes en démocratie. Voilà, il est libre de ses actes, mais nous sommes libres aussi d'analyser.
Parlons littérature à présent. Jeudi dernier a eu lieu la dédicace du livre intitulé « Les dangers des méthodes contraceptives sur la santé », une œuvre littéraire initiée par les évêques de la Commission épiscopale de la pastorale de la santé, une organisation qui relève de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Découverte de ce livre avec Mamitriana Kamabou. La vie est un don de Dieu, il faut donc la préserver. C'est l'intime conviction de ces évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Ils ont fait savoir que cette sacralité de la vie est incompatible avec l'utilisation des méthodes contraceptives. Il est donc capital selon eux d'écrire ce livre sur les méthodes contraceptives qu'ils jugent dangereuses pour la santé de la femme et contraires aux enseignements divins. Ce document qui a été officiellement présenté est le fruit de recherches scientifiques sur les dangers des méthodes contraceptives selon ses auteurs. Mais c'est ce que nous avons dit, ce silence-là par rapport aux effets néfastes de ces méthodes contraceptives, bien sûr artificielles, qui ont dit, bon, il faut qu'on dise là quelque chose. Parce que ça devrait être dit. Normalement, il n'y a pas un produit qu'on met sur le marché sans dire, voilà le positif, voilà le négatif, surtout en médecine. Il n'y a pas de... Dans les notices, vous lisez toujours, voilà les effets secondaires. Et là, il n'y a rien du tout. Alors on se demandait pourquoi. Donc nous sommes allés chercher et nous avons trouvé des réponses. Et c'est ce que nous voulons que le peuple sache un peu. Les dangers pour la santé des méthodes contraceptives est un récit de 57 pages subdivisé en 3 parties. La première partie traite du fonctionnement normal du cycle de la femme. La seconde partie décrit les contraceptifs mécaniques et hormonaux, de même que leur mode d'action sur le cycle féminin. Et la troisième partie du livre évoque les dangers des modifications opérées sur le fonctionnement du corps de la femme par les contraceptifs. Mais les réponses, on les a partagées tout à l'heure. Bien sûr, il y a des risques, bien sûr, de cancer, des risques, bien sûr, bien sûr, des malformations. Il y a beaucoup dans le document. Allez, il faut vous fouiller les livres. Vous allez voir tous les effets néfastes que ça peut produire. On les a cités un peu. Voilà, même dans le comportement. Voilà. Ça veut dire que, si un système fonctionne normalement, vous allez le bloquer. Et ça veut dire que vous créez des conséquences, ça c'est clair. La sortie de cet ouvrage, selon ces évêques, est une manière pour la commission épiscopale d'interpeller la société sur les méfaits de l'utilisation des méthodes contraceptives. Ce livre se penche aussi sur les pistes et des réponses à certaines maladies dont souffrent les femmes après utilisation de méthodes contraceptives. Les différents évêques ont pris l'engagement de sensibiliser leurs paroissiennes sur les dangers de ces méthodes en les invitant à pratiquer les méthodes contraceptives naturelles. Des méthodes reconnues par Dieu, disent-ils. Inauguration ce jeudi du plateau omnisport de la Maison des Jeunes de Ouagadougou. Initialement construit depuis 1948, il laisse place à présent à un terrain de sport totalement neuf. Composé de 2 terrains de basketball, d'un terrain de handball et de 3 tribunes, la construction de cette infrastructure sportive est le fruit d'un partenariat entre la société minière IAMGOLD et SACAN et la fondation Giant Arica. Détail avec Serge Caboret. Lieu mythique et historique des sports de main, construit depuis 1948, la Maison des Jeunes de Ouagadougou, située à proximité de la mairie centrale, fait désormais peau neuve. Réhabilitée par l'entremise d'un accord de partenariat entre la société minière IAMGOLD et SACAN et la fondation Giant Africa, la Maison des Jeunes de Ouagadougou dispose désormais de 2 terrains de basket dotés d'équipements de dernière génération, un terrain de handball ainsi que 3 tribunes dont 2 couvertes. Le plateau de la Maison des Jeunes de la ville de Ouagadougou était dans un état vraiment déplorable. Et quand nous avons eu l'opportunité d'avoir ce projet, nous avons pensé tout de suite à ce terrain qui est mythique, qui est historique et qui porte beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, vous avez dû le constater vous-même que ce terrain a été réhabilité et pour la jeunesse de la ville de Ouagadougou, ce sera un lieu où ils pourront s'exprimer, se former et s'adonner à l'activité sportive qui est une activité saine et pour l'esprit et pour le corps. D'un coût total estimé à 150 millions de francs CFA, les travaux ont duré 3 mois et ont été financés par la société minière IAMGOLD et SACAN. Nous avons approché la mairie de Ouaga pour voir, nous avons décidé d'abord que ce serait mieux de le faire à Ouaga parce qu'il y a plus de jeunes. Et nous avons approché la mairie qui a proposé de rénover la maison des jeunes, comme il a dit, qui est un centre mystique. Donc,
partenariat avec Giant of Africa et puis la mairie, nous sommes fiers aujourd'hui de voir l'achèvement de ce projet, à peu près 150 millions que nous avons financé, pour mettre à disposition de la jeunesse de Ouagadougou, mais la jeunesse de Burkina et de la Fédération de basketball de Burkina. Nous sommes très fiers de cela. Co-partenaire de cette réalisation, la Fondation Giant Africa, dont la mission est d'utiliser le basketball comme moyen d'éducation afin d'enrichir la vie de la jeunesse africaine, a été représentée par son président. Right from the beginning, I'm from Africa. I grew up. En tant qu'Africain né en Afrique, qui a grandi en Afrique, que c'est tout le sens de revenir chaque année en Afrique avec d'abord dans le passé les camps Giants Africa pour faire des tournées partout en Afrique. Mais ayant réalisé que la construction d'infrastructures devrait être prioritaire, il a décidé que maintenant Giants Africa dans sa mission intègre cet aspect pour le développement holistique de la jeunesse à travers le sport et l'éducation, parce que le sport est un vecteur d'éducation aussi. This needs to be something we take advantage and take priority to do. Notons par ailleurs qu'à l'issue de l'inauguration, un stage d'encadrement de basketball est prévu pour 100 jeunes de la capitale burkinabé. Renforcement de capacité des associations culturelles, le laboratoire artistique et professionnel de la plateforme culturelle du Burkina Faso compte outiller 10 associations culturelles de 3 régions et ce, à travers le projet laboratoire artistique professionnel. Un projet de formation en gestion associative appliquée à la culture selon leur méthodologie GEM qui signifie gérer mieux votre entreprise. À la longue, 30 associations de différents corps de métiers de la culture bénéficieront de ce projet. Précision avec Sanata Seri. La plateforme culturelle du Burkina Faso, PCBF, est une structure d'administration et de gestion commune mise en place en septembre 2007 à l'initiative de 5 associations à vocation culturelle basées au Burkina Faso. Elle s'est fixée pour mission de faire la promotion des professionnels et des métiers de la culture et des arts. Son objectif est de mutualiser les différents moyens et compétences de ses membres afin d'œuvrer de façon efficiente au développement de la culture et des arts. Nous comptons former entre août 2021 et avril 2022, 30 entreprises culturelles et créatives et associations confondues aux techniques de management et de gestion à travers GERM, un module développé par l'OIT et le BIT, Gérer mieux mon entreprise. Nous comptons aussi impacter le secteur culturel à travers 3 grandes conférences thématiques qui auront lieu en marge des 3 grands festivals. J'ai ainsi nommé le FITMO Fab avec l'espace culturel Gambidi, Ouaga Festival avec Humaniculture et les nuits atypiques de Koudougou avec l'association Beneb Noma. La riche expérience des membres de la PCBF les positionne comme des personnes ressources en termes d'initiative et de réflexion dans l'environnement culturel du Burkina Faso à travers les activités culturelles et artistiques décentralisées. La CPBF contribue à une meilleure prise en compte de la dimension culturelle dans le processus de développement social et économique, gage d'un développement humain durable effectif. Pour ce faire, cette formation est ouverte à tous. Tout le monde peut participer à nos activités de formation parce que nous aurons 2 types d'activités de formation. Nous avons les conférences thématiques qui seront des formations parce que ce ne sera pas que de l'information, ce sera aussi de la communication et ce seront des différents panélistes qui vont éclairer la lanterne de plus d'un. Donc nous invitons les journalistes culturels, les opérateurs culturels, les artistes à prendre d'assaut les différents festivals. Nous allons communiquer autour de chaque conférence thématique. Maintenant pour la formation GERM, nous allons lancer un appel à candidature et nous allons sélectionner les meilleurs profils. Parce que nous voulons impacter les entreprises culturelles et créatives et nous voulons impacter les associations culturelles qui sont déjà sur la place du marché. Pour la commémoration de la journée du lavage des mains célébrée chaque 15 octobre, Salif Sanfo, ambassadeur de bonne volonté, eau, hygiène et assainissement, a procédé à une sensibilisation et invite les populations à se laver régulièrement les mains afin d'éviter un certain nombre de maladies, notamment le Covid-19. Et du sport dans ce journal, à quelques jours du début de la première étape de la 33e édition du Tour du Faso, le comité d'organisation a animé hier un point de presse, une rencontre au cours de laquelle les enjeux du Tour du Faso édition 2021 ont été présentés. Selon les organisateurs, bien que le budget soit couvert à 70% pour l'instant, le Tour du Faso aura bel et bien lieu du 29 octobre au 7 novembre prochain à Samitième Toré.
C'est dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile que le 33e Tour du Faso se tiendra du 29 octobre au 7 novembre. 13 pays sont attendus avec des habitués des routes du Faso, comme entre autres l'Allemagne, la France, la Suisse, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso avec 3 équipes. L'Afrique du Sud, pour sa première fois, sera également de la partie. Selon le président du comité d'organisation, le budget total est réuni à 70%, mais confirme la tenue de ce tour sans ardoise. Cette conférence de presse est organisée pour demander ou pour en tout cas susciter justement au niveau sponsor justement qu'on puisse combler ce gap. Mais dans tous les cas, nous espérons que d'ici donc le lancement du tour, ce gap sera donc comblé et comme on dit également dans tous les cas, nous prendrons des dispositions parce que ce qui est déjà disponible devrait nous permettre de faire un très bon tour avec bien sûr l'accompagnement. Comme vous savez, nous sommes quand même un État et nous espérons que ce tour ne sera pas au rabais, tout au contraire. En tant que pays organisateur, le Burkina Faso compétit avec l'équipe nationale, une équipe régionale du centre et une équipe régionale de l'ouest. Les objectifs sont on ne peut plus clairs selon le directeur technique national, remporter le maillot jaune, le maillot le plus convoité. Pour ce faire, les étalons cyclistes se sont préparés en conséquence. Nous, notre objectif, c'est le maillot jaune. En tant que directeur technique, nous partons, c'est une compétition. Une compétition, c'est la guerre, bien sûr, dans l'amitié. Ce n'est pas des fusils. Donc nous, c'est le maillot qui est notre objectif. Et dans les tours, il y a plusieurs objectifs intermédiaires. Je ne souhaite pas, en tout cas, rater le premier objectif. Et sinon que, en tout cas, nous pensons faire une très belle prestation. Vous savez que l'innovation des mises en jambe, c'est une première. C'est un mois que nous avons recruté, ou du moins présélectionné, et 34 coureurs pour faire réellement des compétitions au-delà des compétitions formelles. Et là, nous avons travaillé avec l'équipe technique et voir un peu le niveau et les lacunes, les insuffisances des uns et des autres avant de présélectionner les 21. Comme chaque année, le maillot le plus admiré et recherché, le maillot jaune, est parrainé par la LONABE. Pour cette édition, elle réitère son parrainage en vue de relever le défi. La LONABE, dans son ambition de contribuer à cette édition, à la réussite de cet événement, a décidé de parrainer le tour et le maillot jaune du tour, comme elle le fait déjà depuis de nombreuses décennies. Et nous allons simplement souhaiter bonne chance pour cette édition. Bonne chance aux organisateurs. Messieurs les organisateurs, je voudrais qu'on leur fasse un banc. Pour ce 33e tour, il n'y aura pas d'incursion dans un pays voisin à cause du Covid-19. La plus grande distance sera courue entre Bobo-Dioulasso et Dougou, longue de 183,2 km et la plus courte 33 km qui sera disputée lors de la course contre la montre entre Koupela et Zorgo. Et à l'international, au Mali, un jeune a fabriqué un engin solaire. Embarqué Yara Nangoré, jeune ingénieur sortant de l'École nationale d'ingénierie du Mali, vient d'inventer un véhicule qui fonctionne à l'aide de l'énergie solaire. Fabriqué à partir de matériel recyclé, cette invention contribue d'une part à la protection de l'environnement, un thème qui est cher à ce jeune. Il espère donc que son invention sera utilisée sur les champs de déminage. Notre correspondant au Mali, Bourema Soulo, vous en dit plus sur lui. Une voiture à énergie solaire made in Mali. Cela peut paraître incroyable, mais pourtant vrai. Ce véhicule est l'œuvre de Ambargue Yaranangoré, jeune ingénieur sorti de l'École nationale d'ingénierie du Mali et soucieux de la préservation de l'environnement. C'est sous ce hangar que Ambargue Yaranangoré a imaginé et conçu cet étrange engin totalement autonome grâce à son installation solaire. C'est très écologique. Ça permet de réduire la consommation des hydrocarburants, l'essence et le gasoil. Nous savons que ces produits-là contribuent à polir l'environnement. Donc on devrait chercher et faire des recherches vers le solaire pour diminuer la pollution. Voilà, nous savons qu'il y a maintenant le changement
changement climatique. Il y a beaucoup de dégâts, des tremblements de terre. Donc on doit toujours aller vers le solaire pour éviter la pollution de l'environnement. Des difficultés, Embarqué en a énormément rencontré dans la réalisation de ces projets. C'est-à-dire pour inventer, il faut des moyens, quoi. Parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de réflexion. Donc il faut que tu aies un peu de moyens. Tu ne peux pas trouver des financements, tu es obligé de rabattre sur tes propres moyens, quoi, en fait. Donc c'est la difficulté que j'ai eue. En plus de ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, quoi. Parce que ça demande beaucoup de réflexion. Grâce à son invention, le jeune Embarqué est devenu un modèle pour ces jeunes du quartier. Ça m'inspire beaucoup parce que lorsque j'ai été ici voir son invention, je me suis dit, un jeune comme lui, il a pu faire ce tel exploit. Donc je me suis dit, est-ce que je ne vais pas essayer de faire la même chose? Et je suis venu ici, je lui ai posé tant de questions. Comment et par quels moyens il a réussi à confectionner cet engin. Sur ces projets depuis 2 ans, notre ingénieur a beaucoup d'autres projets pour améliorer son invention. Il espère qu'un jour son véhicule sera utilisé par l'armée malienne dans le cadre du déminage. En attendant l'autorisation pour circuler sur les routes, Embarqué s'entraîne dans son garage. C'était donc le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi à demain 13h.